On va passer sur la deuxième partie. Donc justement maintenant ce fameux bilan Macron avec nos grands témoins, 3 grands témoins, vous ne voyez que 2 et pourtant il y en a 3. Et il y en a un qui n'est pas là, vous voyez sa chaise est vide. Et c'est en fait Patrick Vivray qui n'a pas pu être présent parce qu'il est à Lille aujourd'hui en conférence. Mais il a très gentiment accepté de se prêter au jeu de l'interview entre Noël et Jour de l'An. Et donc, on lui a fait une petite vidéo. Je vous précise, la vidéo fait 25 minutes au total. On la restreint en 4 minutes 30. Donc là, c'est de la super synthèse. Vous voyez, là, on n'a pas fait le gong. On a fait carrément le coupage. Grâce à l'équipe fantastique de Time is People qui s'occupe de la captation aujourd'hui, qui a passé beaucoup de temps aussi, justement, pour trouver les meilleurs moments. On va commencer par Patrick et on se retrouve après. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes du point de vue de la sociologie politique. Si je prends des critères machiavéliens plutôt que ceux tirés de Paul Ricoeur, en termes de logique compétitive, on peut dire que Emmanuel Macron a réussi, contre pratiquement tous les pronostics, non seulement à imposer sa candidature, mais à créer des conditions qui ont conduit à sa victoire, et ce qui paraissait encore plus étonnant pour les observateurs, à réussir à avoir une majorité et à mettre en œuvre une logique typiquement Ve République. Alors précisément, si on interroge la pratique proprement démocratique, c'est le terrain par excellence sur lequel on peut dire qu'il y avait une promesse qui était importante, parce que Emmanuel Macron jouait le rôle, mais il n'était pas le seul dans ce cas-là, de barrage par rapport à Marine Le Pen, mais ça, c'était pas une promesse, c'était plutôt de l'ordre de la survie même du système démocratique. Mais sur le plan positif, il exprimait la nécessité d'un renouveau profond des mœurs politiques, d'une autre pratique de la démocratie, et il l'avait lui-même en partie théorisé dans un article paru dans la revue Esprit en 2012, autour du thème de ce qu'il appelait une démocratie mature. Par exemple, le fait que nous avons de plus en plus une parité dans les instances gouvernementales, ce qui vient de plus loin qu'Emmanuel Macron, mais qui l'a poursuivi, la façon dont il a pris en charge de façon réactive la question du harcèlement sexuel. Mais malgré tout, il l'a fait. Donc il y a un certain nombre d'éléments de ce type qui sont positifs. Or, sur ce terrain-là, où là il y avait une vraie promesse et une vraie attente, nous sommes hélas très loin du compte. Si je prends d'autres sujets cruciaux, tels que le sujet des migrants, par exemple, sur lequel la pratique actuelle du gouvernement est, à mon avis, hélas, extrêmement régressive, et où il faudrait au contraire avoir un grand débat démocratique, une démocratie mûre qui permet au peuple français de sortir de ces logiques de peur et de repli identitaire, on assiste au contraire à une présidence et un gouvernement qui surfent sur ces peurs pour avoir des logiques régressives qui sont alors là pour le coup aux antipodes de ce que quelqu'un que Paul Ricoeur aurait beaucoup aimé, qui est le pape François, ne cesse de dire par ailleurs et a encore redit récemment dans ses vœux de Noël. D'une certaine façon, Emmanuel Macron aurait la possibilité de le faire s'il laissait le mouvement dont il est le créateur, La République en marche, être un véritable laboratoire de cette intelligence démocratique sur des questions aussi fondamentales que l'avenir du pacte social, que l'avenir d'enjeux tels que les migrations, que l'avenir de mutations liées à la révolution numérique. On a besoin, là, d'avoir une intense
qualité démocratique. Et malheureusement, nous sommes loin du compte dans ce processus de revivification qui est par ailleurs nécessaire. Alors, réaction pour vous, Sarah, et pour ensuite Pascal, sur ce bilan, sur ce qui a été dit de part et d'autre. Beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations, et comme ça a été dit, des transformations qui sont en cours et qui ne sont pas encore arrêtées. Beaucoup de choses parce que ces 6 mois de bilan, c'est finalement juste le début du chemin. Et c'est bien là mon sentiment. On a parlé de la loi de finances. J'ai la particularité d'être commissaire aux finances. Donc effectivement, je l'ai vécu de l'intérieur, cette loi de finances. Il n'y en a pas eu qu'une. Il y a eu la loi de finances, évidemment, mais également 2 lois de finances rectificatives. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans la technicité de ce budget. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est comment je suis passée de militante de l'économie sociale à solidaire à députée aujourd'hui. Et puis militante de l'ESS, mais militante orthodoxe de la SCOP, de la gouvernance. Eh bien, malgré ces points orange, les quelques points verts quand même, que j'ai bien retenus, ceux-là. Alors, ne vous inquiétez pas, ceux-là, je les ai identifiés. Mais également les craintes. Également les craintes et les points rouges qu'on pourrait identifier, parce que je pense qu'il ne faut absolument pas être aveugle. Au contraire, il faut être extrêmement vigilant et plus que jamais réactif. Quand vous arrivez et que vous découvrez qu'est-ce qu'un budget, c'est assourdissant de complexité. Alors que dans ma vision plus personnelle, en tout cas dans mon utopie plus personnelle, mais tous les citoyens devraient comprendre le budget. Tout le monde devrait pouvoir le lire et au moins qu'il puisse être accessible. Comment vous voulez que quelqu'un puisse s'approprier, mais c'est des milliers de pages et puis d'une technicité mais monstrueuse. Mais au tout début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apporter à cette commission des finances? Eh bien si, cette fraternité, cet esprit critique de la justice sociale. En tout cas, ce qui, moi, me paraissait essentiel. Mais on se rend très vite compte également que tout seul, c'est compliqué. C'est très compliqué face à Bercy. Parce qu'en réalité, le parlementaire, en tout cas parlementaire au bout de 6 mois, souffre de quelques éléments assez symptomatiques, moi je trouve, de notre institution. C'est les moyens. Et c'est bien là où, effectivement, quand on parlait de pratique démocratique, il y a un manque dans notre 5e République. C'est cet élément-là. C'est comment, finalement, donner du fond, donner les éléments objectifs pour défendre des amendements comme celui-là, qui, effectivement, ne révolutionnent pas la 5e République, mais qui, dans la pratique, permettaient de lever des freins. On a également eu le PFU, la fameuse flat tax. Encore une fois, ce sont la fiscalité du monde de l'entreprise. J'en avais des vagues idées, mais je ne maîtrisais pas cette fiscalité-là. Alors, de manière inégale, de manière peut-être insuffisante, eh bien, je me suis attachée à ce que je connaissais. Et je me suis dit, ce premier budget, eh bien, il ne faut pas non plus le voir passer comme un train qui s'en va devant moi. Non, je vais m'appuyer sur ce que je connais, c'est-à-dire la fiscalité du monde associatif, le financement, alors que je voyais un danger arriver, alors que c'était un des engagements du président. Nous parlions de la suppression de l'ISF. Effectivement, il l'avait dit. Il l'a dit. Nous le savions au moment où on s'était également engagé dans ce projet-là. Donc c'était normal que ça se fasse. Par contre, là où c'était essentiel, c'est que moi je voyais l'ISF don disparaître. Eh bien, il faut se battre pour créer l'IFI-don, et pas que, parce que l'IFI-don, l'assiette étant plus petite, de fait, il ne faut pas être ingénieur pour deviner que la somme ne sera pas la même, vu que l'assiette n'est pas la même. Et c'est bien sur des éléments très concrets comme ça, où je pense qu'il faut être plutôt acteur et pas subir. Effectivement, la majorité est large. Effectivement, elle ne se connaît pas encore bien. On ne se connaît pas suffisamment encore pour savoir avec qui on peut aller travailler certaines thématiques. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se connaît pas tous encore et que nous n'avons pas encore identifié les expertises que c'est foutu. Loin de là. En 1 minute. Alors, en 1 minute, je vais vous dire comment on peut récupérer 25 millions d'euros. Ça mérite 1 minute. Allez, en plus, c'est un super projet. Oui. Bah, vous allez voir. Le monde associatif. Exactement. Donc 25 millions d'euros en 1 minute. Je suis rapporteur spécial sur le budget 163, pareil, un jargon infini,
c'est-à-dire la ligne budgétaire pour la vie associative, la jeunesse et le sport. Je commence à travailler, je commence à auditionner. Et bon, je m'étais engagée, comme mes collègues, à supprimer la réserve parlementaire, mais en étant vigilante à ce que l'argent qui allait au monde associatif puisse continuer à y aller, parce que c'était pas celui qui recevait qui était remis en cause, c'était la méthodologie de décision. On se réunit autour d'une table avec quelques collègues, et c'est là où le dépassement des clivages au sein de l'hémicycle est possible, parce que c'est une assemblée de gagnants, et parce qu'on réussit chacun à motiver notre groupe. Au moment de la commission, on vote à l'unanimité. L'amendement est donc voté par la commission des finances. Nous avons un amendement gouvernemental. Eh bien, c'est bien l'illustration même que l'activité et l'engagement parlementaire, il n'est pas vain. Alors effectivement, il ne transforme pas tous les équilibres. Peut-être pas encore. Et en grande partie, les équilibres, il y en a sur lesquels on était d'accord en amont. Donc évidemment, on est en train de les mettre en œuvre. Et ceux sur lesquels il faut avancer, ils sont à construire. Et c'est comme ça qu'on a récupéré 25 millions d'euros pour le monde associatif qui sera géré par le FDVA. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet engagement poursuivi au sein de l'hémicycle pour faire avancer plus de fraternité qui s'incarne souvent dans le monde associatif. Merci. Pascal. C'est à moi. Oui. Allez. D'abord, un mot, évidemment, je me tourne vers Jean-Baptiste, mais pas que Jean-Baptiste, pour remercier encore une fois le Pacte Civique. Tu parlais, Jean-Baptiste, du fait qu'il y a 3 ans, on était déjà ici. Je crois que j'étais également là il y a 3 ans, et j'ai le souvenir, et j'en suis. Alors, puisqu'on parle de fierté, je suis fier d'avoir été à l'époque. J'étais le seul, je crois, dirigeant de parti politique. Je dirigeais, ça n'a pas duré longtemps, rassurez-vous les Verts, en France. Et j'avais été le seul à signer le Pacte Civique et à m'y engager, avec évidemment Patrick Vivray, avec qui on travaille depuis des années. Donc moi, je rends hommage à la qualité de votre travail, à la richesse des échanges. Parce qu'on essaye, nous, en tant que parlementaires, de faire le nôtre. Mais vous le savez très bien, et je crois qu'on est tous d'accord ici, si la société n'exprime pas ses volontés, si la société ne se mobilise pas, et ben, nous, au Parlement, on peut absolument rien faire. On a besoin de la pression que vous portez, soit à travers les associations, les ONG, ou de manière générale, par les mobilisations dans la vraie vie. Donc, merci d'organiser cela. Alors, moi, je ne voudrais pas rentrer d'abord le fait de faire un bilan au bout de 6 mois. Je sais que c'est le jeu de l'exercice. Je trouve ça assez démagogique, un peu politicien, c'est-à-dire qu'on voit sur tous les plateaux télé, les gens arrivent et au bout de 6 mois, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il va faire ça. Laissons un peu de temps. Je vais essayer de m'intéresser peut-être un peu plus aux symboles et au rôle, à la grandeur du politique. Je crois qu'un des engagements d'Emmanuel Macron, et Patrick Vivray a parlé de Paul Ricoeur, un des engagements d'Emmanuel Macron, c'était de remettre au cœur de la vie politique française cette vision à la fois de la société, à la fois de l'ambition qu'il pouvait avoir pour l'ensemble de ses concitoyennes et de ses concitoyens. C'était pour moi la plus grande promesse de sa campagne, c'est d'essayer de sortir du marigot politique, d'essayer de dire les combats à droite, gauche, tout ça, oui, ça a une réalité historique, mais essayons quand même de nous donner un objectif différent. La dignité humaine. Vous parlez beaucoup de fraternité, on parle beaucoup de solidarité. Mais moi j'aimerais aussi, parce que ça n'est pas un gros mot, que l'on parle de la dignité des êtres humains. Et si on parle de la dignité des êtres humains, alors on va voir que la question sociale, que la question des migrations, que la question des 8 ou 9 millions de pauvres que nous avons dans ce pays devrait se traiter différemment. Donc moi je suis désolé. Le régime représentatif, le régime parlementaire est en crise. Je ne crois pas que le fait de gouverner par ordonnance soit un signe de bonne santé de notre état social. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que pour réformer le code du travail dans une société bloquée, il faut passer en force. Et je ne dis pas que le fond, encore une fois, est à critiquer sur l'ensemble. Je dis simplement que nous sommes là dans la représentation d'une société qui est bloquée, où on ne peut plus avoir de négociations, de réelles négociations avec les partenaires de manière transparente, et où les partis politiques, les corps intermédiaires, y compris à l'Assemblée nationale, ne peuvent plus faire leur travail. Tout simplement et aussi, et c'est leur faute pour une grande part, parce que la logique majorité-opposition fait que pendant des années, l'opposition s'est contentée de s'opposer
et la majorité s'est contentée de voter les textes. Ça n'est pas le signe d'une démocratie saine. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Donc moi, sur la question des ordonnances, je mettrai aussi, si ce n'est un orange au gouvernement, parce qu'en plus, moi je ne suis pas là pour distribuer des bonnes et des mauvaises notes, je mettrai un orange à la société française. Je dis que nous sommes dans une société qui pour le moment est bloquée, qui ne va pas bien, et qu'il faut, comme vous le faites à travers le pacte civique, repenser la logique de la démocratie, repenser la logique du dialogue dans la société, repenser l'humanisme et le respect de l'autre, le respect des idées de l'autre, le respect de l'opposition, le respect des minorités, le respect des gens qui souffrent et qui viennent taper aux portes de l'Europe parce qu'ils sont en train de mourir de faim ou qui souffrent de la guerre. Ces gens-là sont des êtres humains que nous devons savoir accueillir avec d'abord et avant tout notre cœur. Et faire en sorte que oui, le mot dignité, je le dis sans aucune, et je sais qu'on est d'accord, je le dis vraiment sans aucune volonté, ni d'effet de tribune, ni de quoi que ce soit. Donc moi, je voudrais qu'à un moment, et c'est là notre fonction, et je terminerai là-dessus, pardon de ne pas être vraiment sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais j'y suis quand même quelque part. C'est que moi, je pensais que la promesse d'Emmanuel Macron, c'était aussi de réconcilier les Françaises et les Français, mais y compris en n'opposant pas les uns aux autres, en n'opposant pas les riches aux pauvres. Ça, laissons ça à Sarkozy. Il nous a fait suffisamment de mal avec ça. N'opposons pas les riches aux pauvres, les vieux aux jeunes, n'opposons pas les immigrés ou les étrangers aux Français de souche. C'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. Voilà, donc moi ce que je demande, et c'est pas au bout de 6 mois, je demande à pouvoir le juger au bout de 5 ans. Je voudrais simplement, si je puis passer un mot, c'est que Emmanuel Macron se rapproche de ce qu'il a appris avec Paul Ricoeur. Ricoeur lui a appris le juste. Ricoeur lui a appris justement les mots de solidarité, de dignité, de fraternité ont un sens pour ce chrétien qui était Paul Ricoeur. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont ce sens-là, mais Paul Ricoeur l'avait. Je crois qu'Emmanuel Macron doit être capable de revenir là-dessus. Je crois qu'il doit être aussi capable de rendre, à travers la question sociale, la question du travail, la question des migrations, de rendre leur dignité, leur vraie dignité de citoyenne et de citoyen à des gens qui sont en souffrance. Et notre rôle, à nous deux, c'est d'aider ces gens-là. C'est pour ça que nous faisons de la politique.